Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour une toute nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui se déroule au Canada, dans mon pays d'accueil, et croyez-moi, elle risque de vous laisser un arrière-goût amer. Pour l'histoire d'aujourd'hui, que vous ayez un petit cœur sensible ou un estomac bien accroché, vous pouvez vous installer confortablement car on va commencer. Nous sommes aujourd'hui en 1981 et allons faire la rencontre de Kelly Cook, une adolescente de 15 ans qui vit dans le village de Standart en Alberta, Alberta se trouvant dans l'ouest canadien, aux côtés de sa mère Marion, de son père Walter, de sa sœur cadette Marnie ainsi que de leur plus jeune frère Heath. Le village de Standart est un endroit extrêmement calme. L'Alberta, en règle générale de toute façon, est connue pour être une province canadienne remplie presque entièrement de montagnes, de forêts et de plaines. La nature y est donc plus que présente et c'est justement ces paysages absolument incroyables et à couper le souffle qui attirent des milliers de touristes chaque année. La famille Cook avait décidé de s'y installer 3 années auparavant, soit en 1978, après avoir laissé derrière eux leur vie à Montréal, qui se trouvait être leur ville d'origine. Le village de Standart se trouve à environ 70 km de Calgary, qui se trouve être la plus large ville de la province, et ne compte à l'époque que 400 habitants, ce qui est rien du tout, donc autant vous dire que tout le monde connaissait pas mal tout le monde. Kelly était encore au lycée à ce moment-là et était décrite comme une jeune fille responsable et brillante. Elle souhaitait devenir un jour juge et elle travaillait très fort à l'école pour cela. Elle n'avait que 15 ans à ce moment-là mais paraissait plus vieille. De nombreuses personnes pensaient qu'elle avait déjà 18 ou 19 ans, ce qui la faisait beaucoup rire car elle adorait ça de savoir qu'elle faisait plus mature que son âge et prenait souvent cela comme un compliment. En dehors de l'école, elle pratiquait très régulièrement le patin à glace qui était une véritable passion pour elle. Elle faisait même partie d'un club de patin à glace avec lequel elle pratiquait plusieurs fois par semaine. Kelly faisait aussi très régulièrement du babysitting le week-end pour essayer de se faire un petit peu d'argent de poche qu'elle dépensait ensuite dans des sorties avec ses amis, au cinéma, au centre commercial et j'en passe. De nombreux parents avaient déjà fait affaire avec l'adolescente et recommandaient énormément ses services. Elle était une jeune fille polie et sérieuse en qui il était très facile d'avoir confiance. Le 22 avril 1981 était un mercredi. Il était 8h20 du matin et Kelly et sa famille se trouvaient toujours à leur domicile. Les enfants se préparaient pour se rendre à l'école tandis que les parents Cook étaient en train de se préparer pour leur journée au travail. C'est alors que le téléphone se mit à sonner. Kelly, qui se trouvait à ce moment-là non loin de l'appareil, prit la ligne. Elle attendit alors quelques secondes, mais personne ne semblait être à l'autre bout de la ligne. Elle décida alors de raccrocher. Alors qu'elle s'éloignait du combiné, le téléphone sonne de nouveau. Elle répond, et cette fois-ci, la voix d'un homme se fait entendre. Ce dernier demande alors s'il s'adresse bien à Kelly Cook, et lorsque cette dernière acquiesça, il lui demanda si elle accepterait de faire du babysitting pour lui le soir même. L'homme ne s'étant pas présenté, Kelly lui demande à qui elle a le plaisir de parler, ce à quoi il lui répond qu'il se nomme Bill Christensen. Il lui explique aussi qu'il a obtenu son numéro de téléphone de la part d'une des jeunes filles faisant elle aussi partie du club de patin à glace de Kelly. Ce dernier s'y serait présenté le matin même et aurait demandé à l'une des jeunes filles si elle était disponible ce soir-là pour du babysitting. Elle ne l'était malheureusement pas, mais affirma connaître une jeune fille de son âge qui, elle, serait peut-être susceptible de l'être. C'est alors qu'elle lui offrit le numéro de téléphone de Kelly, en insistant bien sur le fait que cette dernière avait une très bonne réputation auprès des parents ayant fait appel à ses services. Après avoir expliqué cela à Kelly, il lui annonce qu'il aura très certainement besoin d'elle ce soir-là, vers 20h30 jusqu'aux environs de minuit. Kelly est alors plutôt confuse car elle n'a aucune idée de qui est ce Bill Christensen, car comme je vous l'ai dit précédemment, tout le monde connaissait tout le monde à Standart et elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Elle accepte tout de même, mais lui explique qu'elle devra vérifier tout d'abord avec ses parents pour savoir si ces derniers étaient d'accord. La conversation entre Bill et Kelly se terminera ainsi. Marion, la mère de l'adolescente qui avait perçu une partie de la conversation, demande à sa fille de quoi il s'agissait et qui était la personne à l'autre bout de la ligne. Mais lorsque sa fille lui énumère le nom de Bill Christensen, elle reste tout aussi perplexe que Kelly car elle n'a jamais entendu parler de cet homme.
Marion et Kelly n'auront pas la chance d'en discuter plus longtemps car il était temps pour Kelly de se rendre au collège. La mère expliqua donc à sa fille qu'il verrait bien dans la soirée si effectivement quelqu'un se présentait pour venir la chercher ou non. À ce moment-là, Marion n'est pas plus inquiète que ça car il faut savoir que le nom de Christensen est un nom plutôt commun dans la région. Le fait qu'il s'agisse d'un nom qu'elle entendait très régulièrement lui laisse penser qu'il s'agissait très probablement d'un cousin, d'un oncle ou d'un neveu d'une des familles de Standard qui étaient de passage dans la région. La journée se passe normalement et l'adolescente rentre chez elle en fin d'après-midi. Aux alentours de 20h30, une voiture se gare dans l'allée de chez les Cook. Un homme se trouve au volant de cette dernière. À ce moment-là, les parents de Kelly se montrent plutôt hésitants, mais l'adolescente sera capable de les rassurer en leur expliquant qu'elle faisait ça très régulièrement, qu'ils n'avaient pas à s'en faire et qu'elle serait rentrée vers minuit. Marion finit par céder et accepte. Depuis la porte de la maison, la mère de famille ainsi que le petit frère de cette dernière regardent Kelly quitter le domicile pour se diriger le sourire aux lèvres vers la voiture. Elle s'approche alors de la porte côté passager, se retourne une dernière fois et fait un signe de la main à ses proches avant de monter à bord du véhicule. L'homme est resté au volant de sa voiture, il n'a pas pris la peine d'en sortir pour se présenter aux membres de la famille Cook. Ce petit détail inquiéta légèrement Marion, mais elle chassa très rapidement cette pensée négative en se disant que tout se passerait bien. C'est alors que la voiture démarre et disparaît dans l'horizon. Marion ne le savait pas encore à ce moment-là, mais ceci était la dernière fois qu'elle verrait sa fille vivante. Lorsque Kelly faisait du babysitting, Marion avait une règle d'or sur laquelle elle ne plaisantait pas. Lorsque sa fille était arrivée à destination, elle devait l'appeler pour lui laisser savoir que tout s'était bien passé et qu'elle était bien arrivée. Cependant, ce soir-là, le téléphone ne sonna jamais chez les Cook. Les heures tournent et les parents de Kelly commencent à être pris par l'anxiété et toutes sortes d'idées folles leur passent par la tête. Passé minuit, Kelly n'était toujours pas de retour et Marion, prise de panique, finit par contacter la police. Le jour qui suivit, elle contacta absolument tous les habitants de Standard pour savoir si l'un d'entre eux avait déjà entendu parler du fameux Bill Christensen et avait peut-être des informations à lui communiquer sur cette personne. Malheureusement pour elle, personne dans le village, ni même le maire, n'avait jamais entendu parler de l'homme. Elle n'avait donc aucune information sur son identité, ni même sur l'endroit où il pouvait vivre, et commençait même à se dire qu'il ne s'appelait peut-être même pas Bill Christensen. Après plus de 15 heures de recherche pour la famille Cook, c'est maintenant la police qui se mit à faire des recherches bien plus approfondies. Plusieurs patrouilles de police fouillèrent de fond en comble le village et questionnèrent absolument tous les habitants pour savoir si l'un d'entre eux était peut-être capable de leur donner une description physique ou le moindre petit indice les aidant à retrouver l'identité de l'homme. Un hélicoptère survolera même la région durant plusieurs heures, mais malheureusement ceci ne mena à rien du tout. De très nombreux volontaires, que ce soit des personnes du village ou de ses alentours, aideront dans les recherches et ce durant plusieurs jours. Et comme je l'ai mentionné précédemment, Standard se trouve dans une région forestière et comprend donc de nombreuses zones reculées ainsi que des fossés et ravins. Ces derniers furent donc inspectés de fond en comble, mais rien n'y fut découvert. On le sait bien, dans une affaire de disparition, les premières 48 heures sont cruciales. Marion et Walter commençaient donc à perdre espoir en voyant les jours défiler sans que le moindre indice ne soit découvert. Ils commençaient même à se dire qu'ils ne reverraient peut-être jamais leur fille. Les médias seront très vite attirés par l'affaire et partageront les détails de la disparition de Kelly à la radio, dans les journaux et à la télévision. Walter et Marion participent alors à plusieurs interviews durant lesquelles ils supplient quiconque ayant la moindre information de la partager et demandent à la personne responsable de la disparition de leur fille de ne pas lui faire de mal. Et c'est d'ailleurs grâce à ces apparitions publiques que la police eut sa première piste après avoir reçu un appel d'une jeune femme provenant d'une ville située à environ 20 minutes de Standard. Cette dernière affirme travailler pour l'opérateur téléphonique TELUS dans le département de service à la clientèle. Et le 22 avril, 2 heures seulement après que Kelly ne soit montée à bord de la voiture de l'inconnu, elle avait reçu un appel pour le moins étrange provenant d'une cabine de téléphone public. Lorsque l'appel entra à son poste et qu'elle décrocha le téléphone, la seule chose qu'elle fut capable d'entendre était un hurlement extrêmement strident et qui ressemblait très fortement à la voix d'une adolescente. 5 secondes seulement, c'est le temps que durera l'appel, juste le temps pour l'opératrice d'entendre ce hurlement terrifiant et la ligne se coupe. Ceci n'était clairement pas le genre de nouvelles que la famille Cook voulait entendre, mais au moins une piste commençait à se bâtir.
Très peu de temps après cela, un homme qui avait vu une interview des parents Cook contacta les autorités pour les informer qu'il était pratiquement sûr d'avoir rencontré le fameux Bill Christensen le jour même de la disparition de Kelly. L'homme en question était propriétaire d'une station-service et se souvient très clairement d'un homme s'étant présenté à son comptoir et lui ayant demandé s'il pouvait utiliser le téléphone de la station car celui se trouvant à l'extérieur ne fonctionnait pas. Le directeur accepta et fut capable alors d'entendre une partie de la conversation du client. Ce dernier semblait parler de babysitting et de patins à glace. Ça n'est qu'en entendant les parents Cook décrire l'appel que Kelly avait reçu ce jour-là, ou du moins ce qu'elle avait bien voulu partager de l'appel avec sa famille, que le directeur de station essence fit la connexion. Il fut alors capable de donner une description physique de l'homme. Il était de taille moyenne et de poids moyen et semblait avoir la quarantaine. Il avait aussi des cheveux noirs et portait des lunettes. D'après l'homme toujours, il avait un air et un ton assez agressif et semblait venir de la région, car d'après lui, il n'agissait absolument pas comme un touriste et avait l'air de savoir exactement où il se rendait. Cette description de l'homme aida les officiers en charge de l'enquête à réaliser un portrait robot qui sera très vite diffusé à travers le Canada tout entier. Le portrait robot avait été imprimé et affiché dans la plupart des commerces des villes entourant Standart et était largement partagé par toutes les chaînes d'information. À la vue du portrait, certains des habitants vivant dans les alentours de Standart attestèrent avoir vu l'homme en question eux aussi. Et même si certaines de ces pistes semblaient être de fausses pistes qui ne mèneraient peut-être à rien, les officiers n'avaient d'autre choix que de toutes les suivre et de n'en exclure aucune, sans quoi il pourrait manquer peut-être un détail très important dans l'enquête. Parmi ces déclarations, un homme affirma avoir vu l'individu en question à l'hôtel Strathmore, qui se trouve dans la ville de Strathmore, tandis qu'un autre l'aurait aperçu dans l'un des supermarchés d'une ville alentour. Ils se souviennent d'ailleurs très précisément de cet homme car comme je l'ai dit précédemment, dans une ville comme Standart ou toutes les petites villes aux alentours, tout le monde connaissait tout le monde. Il était donc assez rare pour les habitants de voir un visage qui ne leur était pas familier. Pendant ce temps, la police interrogea tous les Bill Christensen répertoriés dans l'ouest du Canada et en vinrent très rapidement à la conclusion que l'homme qui s'était présenté chez les Cook ce soir-là avait très probablement utilisé une fausse identité. Après 2 mois de recherche intense, Marion et Walter reçurent la nouvelle qu'ils redoutaient tant. Walter fut contacté sur son lieu de travail où il se vit averti que Kelly avait été retrouvée. Elle n'était malheureusement plus en vie, comme il s'y attendait après plus de 2 mois, et la nouvelle avait déjà été partagée avec les médias. Il fut donc averti que le reste de la famille Cook pouvait apprendre la nouvelle si l'un d'entre eux était actuellement en train de regarder la télévision ou d'écouter la radio. Il lui fallait donc rentrer chez lui au plus vite pour qu'il puisse apprendre la nouvelle de sa bouche et non pas de la part des médias. Ceci fut un moment absolument terrible pour la famille Cook. C'est le 28 juin 1981 que le corps de Kelly avait été retrouvé sur la côte du lac Chin, se trouvant à environ 2h30 de Standart. Kelly avait été identifiée grâce à ses dents toujours intactes, car son corps s'était déjà majoritairement décomposé. Elle fut retrouvée complètement habillée et des blocs de ciment avaient été accrochés à son corps pour faire en sorte que ce dernier ne remonte pas à la surface. Cependant, ce jour-là, un groupe de jeunes garçons qui passaient par là en moto firent la macabre découverte du corps de la jeune fille. Le niveau de l'eau avait grandement diminué, dû à une sécheresse très intense qui faisait ravage depuis le début de l'été, et le corps de Kelly était maintenant pratiquement hors de l'eau. 3 cordes entouraient toujours le cadavre. L'une d'entre elles se trouvait au niveau de ses hanches, la deuxième au niveau de ses épaules et la troisième entourait toujours ses chevilles. Quelques mois après cette découverte, c'est une nouvelle révélation qui viendra rajouter encore plus de douleur chez la famille Cook. Kelly ne se trouvait pas être le premier choix de son tueur. Le 18 avril 1981, soit exactement 4 jours avant que Kelly ne reçût un appel de l'homme, ce dernier avait contacté une autre jeune fille de la région, âgée de 17 ans, qui tout comme Kelly passait ses week-ends à faire du babysitting dans l'espoir de gagner un petit peu d'argent et de bouche à oreille était devenue une référence en la matière. Cette dernière n'était cependant pas disponible ce soir-là et lui donna le contact de son amie, Kelly Cook, qui elle le serait peut-être. Elle n'avait à ce moment-là pas la moindre idée de ce qui était en train de se passer. Ça ne sera que le 23 avril, soit le lendemain de la disparition de Kelly, lorsqu'elle vit tous les avis de recherche et que tout le monde au lycée ne parlait que de la disparition de cette dernière, qu'elle fit le lien et se dit que l'homme qu'elle avait eu au bout du fil, Bill Christensen, était très probablement derrière tout cela.
Les mois et les années passèrent et les habitants étaient absolument terrifiés à l'idée de peut-être vivre dans le même périmètre que l'homme qui avait tué Kelly. Et les enquêteurs ainsi que la famille Cook commençaient à penser de plus en plus qu'ils ne retrouveraient peut-être jamais l'assassin. En 1990, plus de 2200 suspects avaient déjà été interrogés par la police, mais malheureusement, aucun d'entre eux ne correspondait exactement au profil recherché par les autorités. Et sachez que cette liste ne fit que s'agrandir considérablement au fil du temps. Malheureusement, à ce jour, l'affaire n'a toujours pas été résolue, mais elle est toujours en cours d'investigation. Le département de police d'Alberta ne perd pas espoir et espère qu'avec l'aide de la technologie ayant bien progressé depuis le temps, ils seront peut-être capables de trouver des traces d'ADN sur certaines des preuves retrouvées sur la scène de crime, comme les vêtements de Kelly ou encore la corde qui entourait ses membres. Et ces découvertes pourraient peut-être enfin permettre de mettre un point final à cette enquête, ainsi que de pouvoir donner une certaine tranquillité d'esprit aux proches de Kelly, qui souffrent depuis toutes ces années de savoir que le tueur de leur fille se trouve toujours en liberté. Ce que les autorités ont extrêmement de mal à déterminer est le fait de savoir si l'homme se trouvait être un touriste, peut-être juste de passage dans la région le temps de quelques jours, ou s'il vivait à Standart ou dans ses environs. Était-il un touriste ou peut-être un voisin des Cook en qui ces derniers avaient confiance? Des spécialistes ont déterminé que la façon dont l'homme s'était débarrassé du corps de Kelly laissait à penser qu'il n'en était peut-être pas à son coup d'essai et qu'il allait peut-être même recommencer. Un célèbre podcast diffusera en 2020 un épisode entier sur l'histoire de Kelly et grâce à cela, de nombreuses personnes se mirent à nouveau à s'intéresser à l'affaire. Je soupçonne que ce soudain intérêt soit probablement dû à la récompense de plus de 135 000 $ pour quiconque serait capable de donner des informations pour retrouver le tueur. Mais peu importe, le principal c'est que l'on parle toujours de Kelly Cook et que personne ne baisse les bras. Bref, suite à ce podcast, de nombreuses personnes contactèrent la police affirmant être sûres de qui était le tueur. Certains même confieront avoir une personne de leur famille, un ami ou un collègue ayant parlé de l'affaire de manière extrêmement suspicieuse. Et quand je dis suspicieuse, je ne parle pas là de la façon dont vous et moi on pourrait parler d'une affaire criminelle en partageant les détails que l'on a pu voir ou lire dans les médias. Non, je parle là de personnes qui auraient apparemment partagé des détails sur l'affaire très précis, certains même que les autorités n'ont jamais divulgués. Ce seront en tout 35 nouveaux suspects qui seront ajoutés en 2020 à la liste de noms interminables ayant débuté en 1981. L'enquête suit donc toujours son cours et même si malheureusement à ce jour l'identité du tueur n'a pas été révélée, il n'est pas impossible qu'elle le soit dans les mois ou les années à venir. Voilà donc qui conclut notre vidéo sur l'affaire Kelly Cook. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir cette histoire avec moi. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Merci encore d'avoir été présent et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!